Une société n'est moderne que si ces grands choix sont faits au nom de la science, au nom de grands principes rationnels, et non pas selon des critères qui seraient plus irrationnels. Bon. Donc ça c'est le premier pied, si vous voulez, qui fait que la science demeure centrale dans l'organisation des sociétés modernes. Mais l'autre pied, c'est que cette même science, dans sa réalité pratique, est soumise à des attaques de plus en plus virulentes. Elle se trouve même parfois marginalisée. Ça se voit par trois choses. La première chose, c'est la désaffection pour les études scientifiques. Dans tous les pays de l'OCDE, dans tous les pays développés, le nombre d'étudiants qui s'inscrivent dans les sciences dures diminue. Ce n'est pas un effet qui est lié à telle mesure prise dans tel pays, au salaire des chercheurs, à l'image qu'ont les chercheurs dans telle ou telle société. C'est quelque chose, la pente de cette décroissance est la même dans tous les pays. Ce qui signifie qu'on a affaire à un problème de civilisation et non pas un problème national qui serait propre à tel ou tel contexte d'organisation de la science. La deuxième chose qui est manifeste, c'est que la science est l'objet d'une méconnaissance effective. Nous disons que nous sommes dans une société de la connaissance. Cette société de la connaissance est encore à construire. En fait, nous vivons dans une société qui est à l'aise dans l'usage des technologies. Grâce au travail des designers, on peut utiliser un téléphone portable ou bien un ordinateur sans lire la notice, parce que ces objets, dont les principes scientifiques sont extrêmement élaborés, sont d'un usage très convivial. Enfin, troisième constat, cette science est l'objet de critiques philosophiques. On lui reproche de s'être imposée par des arguments d'autorité, d'avoir détrôné d'autres démarches de connaissance, sans qu'elle-même ait un rapport particulier avec la vérité. C'est ce qu'on appelle le relativisme, l'idée que la science, finalement, n'est pas plus près de la vérité que d'autres démarches intellectuelles ou d'autres démarches spirituelles. La religion a son mot à dire dans ces débats-là, évidemment. Et puis il y a des attaques concernant plus spécifiquement la technique. Il y a la critique heideggerienne, la technique a arraisonné la nature, l'a instrumentalisée et a conduit à ce que peu à peu nous avons remplacé la pensée méditante, c'est-à-dire la pensée qui consiste à se poser des questions qui commencent par « que faut-il penser de ?» Cette pensée méditante a été évacuée au profit d'une pensée exclusivement calculante qui se pose la question « que faut-il faire pour que ?» Donc une pensée qui est constamment finalisée et qui oublie ses racines les plus métaphysiques. L'homme est d'abord quelqu'un qui s'interroge avant d'être quelqu'un qui consomme ou qui se projette. Et puis, chose plus récente, il y a une critique politique de la science. C'est-à-dire qu'on va reprocher à la science, ou du moins à une certaine science, d'être l'instance responsable de tous les travers de notre postmodernité, travers qui peuvent être écologiques évidemment, menaces sur l'environnement, sur la biodiversité, ou bien économiques. La science est finalement le bras armé du libéralisme, etc. On pourrait dire que depuis le siècle des Lumières, le projet scientifique, le progrès technico-scientifique a été enchâssé dans un projet de civilisation. Il fallait être maître et possesseur de la nature, être comme maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, dans le but de devenir libre et heureux. Donc la finalité, c'était le bonheur et la liberté, et le moyen, c'était la science. Aujourd'hui, on a du mal à formuler un projet de civilisation, on a même du mal à se projeter dans l'avenir à long terme, on a du mal à configurer 2050 par exemple, et donc la science est jugée pour elle-même. Toute innovation qui apporte de la nouveauté donc est jugée pour elle-même, sans qu'on puisse dire finalement c'est le progrès en marche. On sent bien que l'histoire est en train de se faire, nous faisons l'histoire, au sens où nous faisons des choses qui n'ont jamais été faites, mais nous ne sommes pas capables de dire quelle histoire nous sommes en train de faire. Technologiquement, nous faisons des progrès énormes, visibles, que chacun peut voir dans sa vie quotidienne. Mais ce qui ne fonctionne plus, c'est l'idée qu'il y aurait une sorte d'embrayage automatique entre toutes les formes de progrès.
Il y a le progrès scientifique qui donnerait un progrès technologique, qui lui-même donnerait un progrès matériel, une augmentation du bien-être, qui lui-même donnerait un progrès politique ou moral. On voit que ces embrayages-là ne sont pas automatiques et il y a donc lieu de réinsérer l'activité scientifique dans un projet politique. Il faut, en quelque sorte, réhabiliter le travail de prospective, se fixer des horizons et essayer d'entendre ce qui, dans le public, s'exprime sous la forme d'une critique de la science. On a l'impression que la science n'est plus au service de l'homme, qu'elle s'est autonomisée par rapport aux projections humaines, que la technoscience même est une espèce de monstre froid qui avance tout seul, qui est tiré par le marché, et l'homme est obligé de suivre, même si le rythme imposé ne lui convient pas. Et j'ai l'impression que ce qu'on reproche tacitement à l'activité scientifique dans son ensemble, c'est de nous imposer trop rapidement des changements que nous ne sommes pas capables de vivre de façon épanouie. Et donc je pense qu'il y a une partie de la société qui est l'équivalent du liquide de refroidissement dans les voitures. C'est-à-dire quand ça chauffe trop, ce liquide vient nous signifier que ça chauffe trop. Et il faut comprendre cette résistance, non pas comme étant une opposition à la science. Et ces gens-là ne sont pas des ennemis de la science, mais des gens qui disent, écoutez, je crois que là, ça va un peu vite. Le MP3 que j'ai acheté il y a 3 semaines me semble très bien. Vous êtes en train de m'expliquer que dans 15 jours, il va y en avoir un nouveau qui a des fonctions plus grandes et qui peut stocker encore plus de chansons que celui que j'ai déjà. Je vais me contenter de celui qui est là parce qu'il me satisfait. Il y a une sorte de renversement complet du statut de l'innovation aujourd'hui. Autrefois, l'innovation était ce par quoi le progrès se montrait concrètement. En quelque sorte, l'innovation nous permettait d'envisager ou de voir même les changements qui allaient déboucher sur un futur meilleur. Aujourd'hui, dans les entreprises, on dit aux ingénieurs, écoutez les amis, si vous n'innovez pas, l'entreprise ferme. Donc l'innovation devient une sorte d'obligation pour ne pas mourir. Et ce n'est pas du tout le même statut que de préparer des jours meilleurs. Et donc moi je pense que le travail collectif que nous devons mener, c'est de connecter l'activité scientifique d'aujourd'hui à une certaine idée de l'avenir, et j'ajouterais à une certaine idée de l'homme. Et on devrait partir quand même de l'idée que c'est bon de comprendre. Ça fait plaisir, ça fait du bien, ça procure des joies qui sont singulières. Et dès lors qu'on a ce plaisir de la compréhension, dès qu'on aime comprendre, on a envie de créer. Et moi, je défendrais l'idée que l'innovation est une conséquence du désir de connaître, plus que quelque chose qui peut naître spontanément à partir du moment où on reçoit l'injonction d'innover. Un des constats auxquels nous oblige également le XXe siècle, c'est que le développement technico-scientifique n'a plus à voir avec l'universel. Si vous lisez les théoriciens du progrès, au siècle des Lumières ou bien mieux au XIXe siècle, ils disent que le progrès a à voir avec le genre humain. Tout progrès finira par diffuser spatialement et temporellement au sein de toute l'humanité. Or, aujourd'hui, vous le savez, il y a 2 milliards d'êtres humains qui n'ont jamais vu une prise de courant électrique de leur vie. Est-ce qu'on veut qu'ils en voient une? Ça, c'est une première question. Si oui, est-ce qu'on fait en sorte qu'ils en voient une un jour? Deuxième question. Et on a l'impression que le progrès technique, qui est incontestable, en fait est en train de segmenter l'humanité. Au sens où quelqu'un qui bénéficie d'un environnement favorable, qui a accès à un système de santé efficace, qui a lui-même des revenus importants, peut être aujourd'hui très très bien soigné. Tellement bien soigné qu'il aura peut-être du mal à mourir.
Et puis à côté, dans la même humanité, parce que je vous rappelle que l'espèce humaine aujourd'hui ne fait qu'une seule espèce, vivent des gens qui sont avec moins d'$1 par jour. Je sais bien qu'$1 par jour, ça ne veut rien dire parce qu'ils n'ont même pas le dollar, mais ils ont un niveau de vie très bas et ils sont dans des conditions de vie tellement différentes de celui que j'évoquais tout à l'heure qu'on peut se demander s'ils participent encore de la même condition humaine. Et je pense donc que le débat qui nous occupe aujourd'hui reprend, avec presque un demi-siècle de retard, celui qu'avait déjà évoqué Hannah Arendt dans son livre La condition de l'homme moderne, où elle dit finalement la technologie change d'abord les conditions de vie de l'homme, sa façon de vivre, de travailler, de communiquer, de se déplacer. Toute innovation technologique d'importance change les conditions de vie de l'homme. Mais elle pose une deuxième question, c'est à force de changer les conditions de vie de l'homme, est-ce qu'on ne change pas aussi la condition humaine? Et si oui, est-ce qu'on la change pour tout le monde? Et est-ce qu'on peut accepter longtemps qu'il y ait une seule humanité dans laquelle la condition humaine ne soit pas la même? Et c'est pour ça que le progrès qui a laissé échapper cette idée de l'universel doit de toute urgence la reconquérir si on veut que l'humanité conserve un projet collectif et non pas un projet qui sectorise l'humanité en communautés qui vont devenir assez rapidement rivales les unes des autres.